Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. La situation de Dakar-Bamako ferroviaire est catastrophique. Et aujourd'hui, la déception est le sentiment le mieux partagé. C'est par ce cri de détresse que Madiodio Diagne, coordonnateur de l'Union des travailleurs du chemin de fer, a démarré son point de presse tenu le 13 octobre dernier dans les locaux de l'entreprise. Alors, joue-t-il les Cassandres ou bien vous dites qu'il a raison, la situation est préoccupante? Non, je trouve qu'ils n'ont pas raison du tout. Ils n'ont pas raison du tout parce que nous sommes dans un processus de reprise. On n'avait pas repris le chemin de fer, actuellement la société serait en faillite. Donc il ne paraît plus de salaire. Nous avons installé une société, la transition, une société transitoire, pour s'occuper, pour maintenir l'activité ferroviaire et maintenir les emplois en attendant la réforme. Comme vous le savez, lorsque nous sommes venus, nous avons vu que la situation du chemin de fer était complètement dégradée. Et le président de la République, conscient du rôle majeur que doit jouer le chemin de fer dans la productivité économique du pays, a développé sa vision du chemin de fer, qui est axée sur un maillage du territoire, adossé à des projets miniers, porteurs de croissance et de développement durable et en désenclavement de la Casamance et du Sénégal oriental. Donc, après la tournée du président en Chine et le club consultatif de Paris, nous avons élaboré un ensemble de projets, 1500 km de chemin de fer pour un financement total de 1390 milliards. Donc pris en charge par le PSE. Comme vous le savez, le PSE a été presque financé totalement par le Sénégal et par les bailleurs de fonds. Donc c'est un secteur qu'on va redémarrer. Nous avions trouvé un secteur à terre, carrément à terre. Donc on va redémarrer, le président a des projets. Sur ce chemin de fer, le problème c'est que c'est un secteur que l'ancien régime avait donné à un privé. Il y avait une concession inopérante. Comme vous le savez, en 2015 même, le président avait mis 15 milliards dans le budget, mais c'était impossible de l'utiliser, de le donner à un privé. En attendant de faire la réforme, nous avons restructuré la concession de Transrail. Nous devons mettre un nouveau schéma institutionnel avec la création de 2 sociétés de patrimoine, une société de patrimoine pour le pays, un organe de régulation et une société d'exploitation commune. Oui. Mais en attendant, l'État a dit, pour préserver les salaires, on aurait dû les amener en chômage. Oui, justement, à propos de salaire, vous dites que les travailleurs n'ont pas raison. Or, on est jusqu'au 20 octobre pratiquement, les salaires du mois de septembre, n'ont pas été payés. Si, on parle également des indemnités de départ de retraite au moment où Bamako a payé ses retraités, le Sénégal traîne les pieds. Non, en fait, si je n'explique pas, les gens ne vont pas comprendre. Il y a un processus. C'était la rupture. Avec le président Mosca, c'est les 3 R. Rupture, quelque chose qui ne marche pas. Il fait la rupture, il réhabilite et relance. Nous avons déjà, la première phase, nous l'avons déjà fait. Nous avons fait la rupture avec ce qui se faisait avec l'ancien régime. Maintenant, nous sommes dans la phase de relance. Et dans la phase de relance, il faut installer une transition d'abord, avant de rentrer dans le schéma de réforme institutionnelle. La transition, nous avons mis en place Dakar-Bamako ferroviaire, qui est une société transitoire. Nous avons nommé la direction générale, les organes de gestion. Les organes de gestion, les DPI se sont engagés. Oui, transitoire, combien de temps va durer la transition? La transition, ça dépend. Normalement, nous avions prévu que cette transition dure une année. Mais si on ne trouve pas, si la transition, si au-delà de la transition, nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts, c'est-à-dire il n'y a pas encore de repreneurs, il n'y a pas de truc. Nous allons continuer la transition parce que le chemin de fer est extrêmement important. Oui. La transition... Visiblement, elle va se poursuivre là, parce que là, nous n'est pas prêt visiblement. Nous avons simplement installé la transition pour maintenir l'activité ferroviaire, parce que la nature a horreur du vide, et pour maintenir les emplois. Parce que ça veut dire Dakar-Bamako ferroviaire, c'est 1500 emplois. 750 emplois à Dakar et 750 emplois à Bamako. Donc, pour amorcer
un processus de redressement ferroviaire. Les deux États ont mis en place un fonds de 7,5 milliards, 3,750 milliards par pays. Hein? Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore non, il ne faut pas dire que le Sénégal versé la totalité de ce montant promis. Mais non, nous sommes actuellement presque à 2 milliards. L'État n'a jamais dit qu'il verserait la totalité de l'argent en une fois. En une fois. Donc, ils ont fait un programme de décaissement. 2 milliards, c'est juste pour les salaires. De décaissement. C'est juste pour les salaires. Je vais vous dire comment. Parce que, en fait, je dis, pour amorcer un processus de redressement ferroviaire, les États ont mis en place ce fonds. Hein? Ce fonds, c'est un plan. Ce fonds va servir à effectuer un plan d'urgence sur le matériel, parce qu'il n'y avait pas de matériel du tout, sur la réflexion un peu des voies et sur les salaires. Et sur les salaires, 3 milliards sur les salaires, 2,5 milliards sur le matériel et 2 milliards pour la réhabilitation de la voie. Donc, ce fonds mis en place devrait leur permettre une fiabilité opérationnelle du transport pour un équilibre financier de l'exploitation. Si on met en place ce fonds entièrement, l'État n'aurait plus besoin de venir en rescousse pour payer encore autre chose. Donc actuellement, depuis 9 mois, depuis la réforme, depuis qu'on a résilié le contrat, le 7 décembre 2015, depuis lors, le privé qui était là, même dans la période, on ne peut pas parler d'Abarjabel, c'est une société, Transrail et ça. Non, il avait la majorité des actions, mais il y avait d'autres choses, il y avait des DPI, il y avait aussi les privés sénégalais et les privés maliens. Donc, même sur les 3 mois de la transition, il n'a pas voulu partir. La transition, c'est le Sénégal et le Mali qui ont pris en charge les salaires des travailleurs. Donc, depuis 9 mois, depuis 8 mois, nous prenons en charge les salaires. Qu'est-ce que c'est un retard? C'est un retard de 3 jours. Un retard de 3 jours. 3 jours. 3 jours. Selon des travailleurs jusqu'au 20 octobre, ils n'ont pas encore perçu les salaires du mois de septembre. Les gens ont été payés. Parce que les gens sont payés, ils ont des comptes bancaires. Il y a des gens qui sont payés par billetage. Ces gens-là sont payés. Les gens qui ont des comptes bancaires, c'est un processus, on fait des virements de compte à compte. Oui, donc nous, on a effectué maximum 48 heures. On a effectué les virements de compte à compte. Mais il faut dire que les travailleurs, ils ne disent pas la réalité, c'est-à-dire ils ne disent pas tout ce qui se passe réellement. C'est des gens qui sont généralement très endettés au niveau de leur banque. Quand on leur verse le salaire tardivement, l'annuité de paiement au niveau de la banque, ça tombe et ça leur crée des difficultés. Je comprends qu'ils peuvent avoir des difficultés à cause de ce retard-là, parce qu'ils aimeraient être payés avant le 5 pour pouvoir gérer quand même le processus d'endettement. La faute à qui? C'est à vous? Non, ce n'est pas à nous. Parce qu'en fait, nous venons en rescousse. C'est une société qui est en faillite. Actuellement, les employés devaient s'estimer heureux. Oui, ils sont payés à ne rien faire. Actuellement, non, attends. Ils sont payés, je ne peux pas dire qu'à ne rien faire. Mais ils sont dans une période de relance. On parle de 5 trains par mois. Là, ils ne travaillent presque pas. Ils sont payés, non, ils travaillent. Il y a une partie importante qui travaille, la majorité. La majorité, parce que ce groupe-là, comme vous dites, c'est un petit groupe de 15 personnes. De 15 personnes. Vous minimisez la force de frappe de ces travailleurs-là? C'est un petit groupe de 15 personnes qui étaient avec le privé, qui ont participé à détériorer cette entreprise, qui ont participé vraiment à détériorer cette entreprise. Ils étaient avec ces privés, mais les syndicats, les gens, les vrais travailleurs du chemin de fer, qui ont contribué à la rupture et qui vont contribuer à la relance de ce chemin de fer, eux, ils n'en font pas partie. Et vous, on vous accuse de politiser l'entreprise depuis votre nomination. On ne peut pas politiser l'entreprise. D'avoir créé des clans, d'avoir vos propres travailleurs. Je n'ai pas. C'est quoi la vérité dans tout ça? Un ministre, les gens ne comprennent pas. Un ministre n'intervient pas dans la gestion d'une entreprise ferroviaire. Un ministre, il s'occupe de la stratégie. Il peut avoir des syndicalistes de l'analyse stratégique. Maintenant, les opérations, c'est la direction générale qui s'occupe des opérations. Donc, nous, on s'occupe de créer, hein? On s'occupe de la conception, maintenant la mise en œuvre et le déroulement des opérations ferroviaires. Ça, c'est la direction générale. Je n'ai aucun impact sur ça. Mais moi, en fait, je suis un technicien.
Je suis un technicien. Oui, un homme politique aussi. Je suis un technicien, un homme politique, mais j'aime dire la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut perdurer. Je dis la vérité. Parce qu'en fait, c'est une société, même si on a repris, c'est-à-dire l'État a repris la concession, mais le fonctionnement de la société, c'est un fonctionnement privé. Un fonctionnement privé. L'État ne doit pas venir pour payer les salaires d'une société marchande qui doit avoir des résultats pour pouvoir payer les salaires. Nous, on vient en appui. On vient avec un fonds d'urgence. On vient en appui. À contribuer à tuer l'entreprise. Non. Il est normal qu'il vienne à la rescousse des travailleurs. Mais vraiment, il faut qu'on comprenne comment l'économie marche. L'État ne peut pas avoir besoin du chemin de fer qui assure un transport, qui est un appui à la production, un appui à la croissance. Parce que quand on dit croissance, on parle de production. L'État ne peut pas tuer ce chemin de fer parce que nous avons besoin du chemin de fer pour exporter quand même la production. Donc l'État n'a jamais tué le chemin de fer. C'est un privé qui était là, un privé à qui on avait fait une concession complète, qui n'a pas investi, qui n'a pas investi sur le chemin de fer, qui n'a rien respecté dans le contrat. Dans le contrat, ça fait comme tous les autres contrats qui étaient mis ici par l'ancien régime, des contrats qui étaient faits simplement pour siphonner l'économie. C'est simple. Lorsqu'on est venu, nous avons fait un diagnostic de ce contrat qui n'était pas viable, qui ne pouvait pas perdurer parce que l'entreprise était en faillite. C'était une entreprise qui avait, sur le plan du capital, il avait des dettes à court terme de plus de 15 milliards et des dettes à long terme de plus de 30 milliards. Donc c'était une entreprise qui était en faillite. Depuis 2009, lui, le propriétaire en tant que tel, les actionnaires, ils savaient que l'entreprise ne pouvait pas perdurer. En fait, ils étaient là simplement avec vraiment la complicité de l'ancien régime qui était là. Oui, vous remettez tout sur le dos de l'ancien régime. Or, on vous a élu pour que vous régliez les problèmes des Sénégalais. Parce qu'il faut qu'on fasse des bilans. Les bilans. Oui, là où le bilan de l'ancien régime, les Sénégalais l'ont déjà fait. Là où on a trouvé le chemin de fer, et là où on va amener le chemin de fer, c'est-à-dire la situation de référence, c'est une situation de référence catastrophique. Maintenant, les Sénégalais ont déjà fait ce bilan-là. Maintenant c'est une situation de... En vous élisant. Les Sénégalais ont fait le bilan en nous élisant. Oui. Mais on a trouvé une situation catastrophique. Nous sommes en train, après la rupture, nous sommes en train de faire la réhabilitation. Nous sommes dans le temps de la réalisation, de la réhabilitation. Il faut que tout le monde nous accompagne. Oui. Moi, ce que je demande aux travailleurs, c'est de nous accompagner. Parce qu'en fait, nous n'avons pas laissé cette société mourir. On pouvait le faire. Parce qu'en fait, c'était une société privée qui était en faillite, qui était en règlement préventif. Ou même quand une société est en règlement préventif, c'est géré presque par un syndic. Nous avons trouvé cette société-là qui ne pouvait même pas payer les salaires, qui prenait le foncier qui appartient à l'ensemble du pays, qui le mettait en gage et prenait chaque mois 1 milliard au niveau des banques pour payer les salaires et supporter les autres charges. Donc vraiment, c'est une société qui était en faillite. Oui. C'est ça que l'État a repris. L'État a repris une société en faillite et l'État, depuis lors, a mis de l'argent. Elle n'est pas suffisante. Oui. Elle n'est pas loin de la faillite. Quand on parle de 5 trains par mois et 5 voyages, hein, ça c'est très dérisoire ça. Non, nous sommes dans un processus de redressement de l'outil ferroviaire. Le processus de redressement de l'outil ferroviaire, nous avons mis de l'argent pour réhabiliter 3 locomotives. Lors de la saison de pluie, il y avait des coupures. À Kaffrine, oui. Moi, j'ai été à Kaffrine. Nous avons réhabilité la voie. Actuellement, moi, ce que je te demande, de faire un peu d'effort. Nous sommes en train, nous, l'État, est en train de mobiliser. Nous avons mobilisé pour payer les salaires. Les salaires ont été payés. Maintenant, moi-même, je suis en train de me mobiliser pour que le Trésor, le ministre des Finances, dégage la totalité du montant pour les mettre à l'aise en une fois. Et ce n'est pas prévu au début. Mais en fait, actuellement, les ordres ont été donnés, les ordres fermes ont été donnés par le gouvernement, le Premier ministre, pour que le ministre des Finances dégage la totalité de l'engagement de l'État, c'est à peu près 2 milliards, pour qu'on redonne d'un coup ces 2 milliards pour leur permettre d'avoir une fiabilité des opérations de transport qui leur permet d'avoir un équilibre financier. Oui. Avec l'équilibre financier, Ils sont en train de suivre ils vont payer les salaires
Mais il faut travailler. Parce que le problème, c'est le problème qu'il faut se poser, personne, les choses faciles n'ont pas eu de valeur. Mais ils veulent travailler, mais ils n'ont pas. Travailler. Oui, offrez-leur du travail, ils vont travailler. Là, ils sont payés à ne rien faire. Non, ce qu'ils disent. Non, ils font quelque chose. C'est-à-dire, en fait, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont payés à ne rien faire. Nous avons acheté des pièces. Le problème, c'est que c'est l'héritage. Nous avons, lorsque évoquez la lourdeur de l'héritage. Lorsque Transrail SA est parti, ils nous ont laissé une seule locomotive. Donc, depuis lors, nous avons relevé 3 locomotives. Ça fait 4 locomotives. Voilà, maintenant, actuellement, nous avons commencé à faire des transports. Et bientôt, nous allons réparer cette locomotive qui leur permettra d'avoir au moins 2 voyages par jour. Et 2 voyages par jour va leur permettre de dégager assez de recettes pour pouvoir supporter les salaires sans problème. Après les salaires, il y a l'autre question qui concerne les indemnités de départ à la retraite. C'est quoi le problème? Les personnes qui sont parties à la retraite n'ont pas encore reçu leurs indemnités au moment où leurs homologues maliens sont déjà passés à la caisse. Il faut leur poser la question, qui devait payer ça? Qui devait payer ça? C'est Transrail SA qui leur doit des indemnités de retraite. Ce n'est pas Dakar Bamako Ferroviaire. C'est pas Dakar Bamako Ferroviaire. Oui, l'État a pris l'engagement de combler le passif laissé par Abbas Jaber. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Comme nous voulions reprendre le chemin de fer, parce que le chemin de fer est un levier extrêmement important dans le cadre de la nouvelle vision du président de la République pour développer ces pays. Le chemin de fer, c'est-à-dire le chemin de fer de transport, c'est un appui à la production. Comme le secteur est important, le président a pensé qu'il faut reprendre du privé qui n'était pas disposé à investir pour faire les investissements nous-mêmes, parce que nous avons accès aux ressources avec la crédibilité du pays, avec le profil du pays, avec le leadership du président, avec la pertinence de la vision. Nous pouvons avoir de l'argent facilement. On s'est dit que le chemin de fer, l'investissement est très donc nous allons dégager les privés pour investir en attendant de refaire un nouveau contrat avec un autre privé qui est prêt à investir et à prendre en charge. Parce que c'est un secteur marchand, mais il faut le donner au privé. Mais en attendant, pour maintenir l'activité ferroviaire et assurer et maintenir les emplois, parce que le président Macky Sall, son objectif de mandat, c'est la croissance et l'emploi, nous n'allons pas détruire ces emplois. Mais si on était resté croiser les bras, les emplois seraient détruits, parce que le privé avait déjà détruit tous les emplois. Maintenant, les indemnités seront-elles payées ou pas? Les indemnités seront payées. Les indemnités, je vous dis, le privé, comme il ne voulait pas partir, il a voulu détériorer, il a voulu nous mettre en mal avec les travailleurs au Sénégal. Lorsque le privé partait, il a payé son passif au Mali. Il a payé les départs à la retraite. Tous les gens qui devaient partir à la retraite ont été payés. Il vous a manqué de la fermeté. L'État malien a été ferme avec lui. Non, ce n'est pas une question de fermeté. Ce n'est pas une question de fermeté. Parce que lui-même, il avait dit qu'ils étaient engagés à payer totalement, au moins, les départs avant de partir. Il l'a fait au Mali, parce qu'il a été contraint. Mais il n'a pas été contraint au Mali. Parce qu'au Mali, il était en harmonie quand même, parce que les Maliens, quand même, ils n'avaient pas de projet, ils n'ont pas de PSE, ils n'ont pas un besoin énorme sur ce truc. Donc nous on voulait reprendre notre chemin de fer pour le relancer. Le Mali, le statu quo ne les dérangeait pas du tout. C'est pourquoi lui, il a dit, comme il a essayé de manipuler nos syndicalistes. Donc ces 15-là qui sont en train de parler là, ils sont toujours manipulés. Ils sont au nombre de 15. C'est 15, ils sont au nombre de 15. Ils ne sont pas nombreux. Parce que vous, également, vous avez vos syndicalistes à vous. Ces gens-là, même s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas arrêter l'activité ferroviaire. Parce que les vrais patriotes sont dans le chemin de fer. Ils sont là, vous les mettez au défi, là. Je les mets au défi. Ces 15-là, ils n'ont qu'à aller en grève. Même s'ils partent en grève, ils ne peuvent pas arrêter l'activité ferroviaire. Les gens vont travailler parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Ils n'ont jamais travaillé. Ils étaient payés simplement pour jouer un rôle de mercenaire dans l'entreprise. C'est des pions d'Abbas Jaber qui sont restés là pour paralyser le système? Non, c'est des pions qui sont restés là. Ce n'est pas pour paralyser, mais ils sont restés là. Ils ont la nostalgie. Ils ont la nostalgie de Transrail SA qui les paye sans rien faire. C'est simplement ça. Mais nous, on a dit que nous travaillons pour le pays. On n'a pas de droit. Le salaire, c'est important. Est-ce que votre rôle, c'est de les clouer au pilori en tant que responsable? Est-ce qu'il ne fallait pas les appeler et discuter avec eux? On les a appelés plusieurs fois.
C'est-à-dire, dans la vie, on commence la négociation. Mais quelqu'un qui n'entend pas avoir, qui n'a pas raison et qui s'obstine, il faut le laisser. Parce qu'en fait, nous avons un devoir de développer ce pays. Nous développons ce pays avec des gens qui sont motivés à nous accompagner. À nous accompagner. Là, vous risquez de les braquer, votre discours risque de les braquer. Ils n'ont qu'à être braqués. Le problème qui se pose, nous sommes les engagements que l'État avait pris pour relancer le chemin de fer. L'État va respecter à 100% ses engagements. Maintenant, les gens qui sont prêts à accompagner l'État dans la relance du chemin de fer, ils sont là, ils vont accompagner cet État. Les gens qui sont là, qui sont en train de regarder le rétroviseur, pour faire un clin d'œil au privé qui était là, qui a détérioré ce chemin de fer, ça c'est le problème. Mais nous allons mettre les moyens qu'il faut, nous allons mettre la stratégie qu'il faut pour relancer ce chemin de fer qui est extrêmement important pour la compétitivité économique de notre pays. Maintenant, pour en finir avec les indemnités de retraite. Actuellement. C'est-à-dire, les gens là, c'est le privé qui devait les payer. Il ne les a pas payés, il a payé au Mali, il n'a pas payé ici pour quand même nous amener des problèmes. Mais le président de la République, a pris une décision ferme de dire que je ne vais pas abandonner mes enfants parce que c'est des Sénégalais. Ce sont les enfants du président de la République, le président de la République, le père de la nation. Puisqu'il s'est engagé à payer, le président a pris mon ministre, Mansour Eliman Khan. Nous avons déjà discuté et négocié avec le patron des syndicats. Le patron des syndicats, c'est Cheikh Diouf et le CNTS. Nous avons négocié pour prendre en charge, c'est un montant de 242 millions, pour prendre en charge ce montant-là, que le privé devait prendre maintenant pour le mettre dans le passif. Dans le passif, parce que nous allons faire la situation entre le passif et l'actif de ces sociétés-là pour pouvoir vraiment faire l'audit et situer les responsabilités. Maintenant, soyez beaucoup plus précis. Les indemnités de retraite seront payées quand est-ce? Les indemnités de retraite, nous avons déjà payé une partie. On leur avait promis qu'on payera par tranche. La première tranche a été payée, les autres tranches vont être payées. Quand est-ce? Vont être payées. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. C'est encore vague? Non, c'est pas vague. Dans les meilleurs délais. Dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, dans non, ça ne peut pas prendre parce que nous avons promis de les payer ça dans un délai de 6 mois. Vraiment. Les 6 mois ne sont pas encore terminés. Il y a une partie qui est payée, l'autre partie va être payée. Parce qu'en fait, c'est l'argent de l'État, c'est le trésor. C'est le trésor, c'est l'argent qu'on ne devait pas payer. On va se substituer à un privé qui devait payer. Donc il faut que tout ça, il faut qu'on ressort du trésor. Il faut replacer, parce que tu payes maintenant, après ça va se rattraper. C'est le contexte. Il faut pouvoir le replacer dans un contexte bien déterminé pour qu'il n'y ait pas de problème du tout. Voilà. On va les payer. En tout cas, ces travailleurs doutent. Ils vont être payés. Oui, ils doutent de la volonté du gouvernement. Non, ils ne peuvent pas douter. De remettre sur les rails ce secteur. 480 milliards injectés dans le train express régional, alors que pour eux, moins de 40 milliards auraient suffi pour relancer définitivement le chemin de fer. Ils ne connaissent pas le chemin de fer. Si tu connaissais le chemin de fer, tu sais, être ouvrier et connaître et faire une stratégie, connaître la vision du chemin, développer quelque chose, avoir une vision. Je travaille dans le chemin de fer depuis des années. Moi-même, j'ai travaillé dans le chemin de fer. Moi, j'ai fait 1 an là-bas. Moi, j'ai été, lorsqu'on faisait l'interconnexion des chemins de fer d'Afrique, j'étais le principal consultant pour faire l'interconnexion des chemins de fer d'Afrique. Le chemin de fer, ce n'est rien d'autre, c'est un transport. C'est un transport guidé. C'est pas ça. Ce sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers. Ils peuvent connaître, mais ils ne connaissent pas du tout. Parce que le problème qui se pose, il me dit 40 milliards ne peut pas relancer ce chemin de fer. C'est impossible parce que, comme vous le savez, 1 km de chemin de fer, actuellement, la réhabilitation de 1 km de chemin de fer, c'est 500 millions. Dakar-Bamako, ça fait 1250 km. Il me dit que 40 millions pour le faire. Ça suppose qu'ils ne connaissent pas le chemin de fer. Parce que le chemin de fer, pour que ça marche, les 40 milliards. Oui. 40 milliards, ça te fait 80 km. 80 km. 40 milliards. Ça te réhabilite 80 km. Pour un début, oui. Non, c'est pas bon. Réparer les machines qui sont là. Oui. C'est-à-dire, le chemin de fer, c'est un tout. Il faut que les gens regardent. Le chemin de fer, c'est la voie. C'est le matériel roulant. C'est le personnel. C'est un tout, c'est un ensemble. Il faut maintenant ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent la droite d'allocation du capital. Ce capital allocation line
C'est-à-dire, quelle est l'allocation du capital entre les différents facteurs qui te permet d'avoir un transport fiable. C'est ça qu'on est en train de faire. L'État ne les a pas abandonnés. Parce que depuis lors, l'État du Sénégal a donné 2 milliards. L'État du Mali a donné 1,5 milliard. Nous avons donné plus que le Mali. Nous avons donné plus que le Mali. Oui. Mais c'est normal parce que économiquement nous sommes plus forts que le Mali. C'est normal. Nous avons donné plus que le Mali parce que c'est nous qui produisons. C'est nous qui produisons. Le Mali, c'est le marché. C'est nous qui produisons actuellement. Il y a 3,3 600 000 tonnes de marchandises qui quittent le Sénégal pour aller au Mali. Il y a 300 camions, les 1500 camions qui sortent chaque jour du Sénégal pour acheminer les denrées et les matériaux de construction. Les 300 camions vont directement au Mali. Parce que regarde le ciment, nous avons une production de 6 millions de tonnes. La consommation intérieure, c'est 3 millions de tonnes. Les autres 3 millions de tonnes sont exportés vers le Mali. Parce que les investisseurs, ils ont le profil du pays. Nous avons une stabilité politique extrêmement importante. Les gens, les risques pays est très faible. Dans ce pays, c'est pourquoi les gens préfèrent installer une production au Sénégal, un outil de production, et exporter la production. Les gens installent des productions ici. Donc sur les 3 600 000 tonnes qu'on achemine chaque année vers le Mali, les 60%, c'est la production des industries locales qui sont ici, installées dans ce pays, qui recrutent la main-d'œuvre ici. Donc c'est un chemin de fer extrêmement important. Si nous avons pris l'engagement, parce que Dakar-Bamako ferroviaire, la réhabilitation, Dakar-Bamako, la réhabilitation, ça fait 1500 milliards, donc 750 milliards pour le pays. Donc si les gens me parlent de 40 milliards, ça suppose qu'ils ne connaissent pas le chemin de fer. Et nous avons déjà signé un contrat commercial avec l'entreprise chinoise pour la réhabilitation. L'entreprise chinoise a déjà fait des études de faisabilité. Il est en train de négocier avec Exim Bank pour pouvoir lever l'argent et pour pouvoir lever ce montant-là pour démarrer la réhabilitation. Même par rapport à ça, le président a dit le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction. C'est-à-dire, je n'attends pas quelqu'un qui va chercher de l'argent. Moi, dans le budget du Sénégal, le ministre des Finances nous a promis de mettre au moins 50 milliards annuellement pour démarrer la réhabilitation, pour maintenir le trafic, avant que le privé s'installe pour faire une réhabilitation complète. Donc vraiment, tout ça veut dire que c'est un secteur qu'on n'a pas abandonné, c'est un secteur qui est maîtrisé. Oui, c'est un secteur qui traverse, qui est en difficulté. Mais ils peuvent traverser un secteur qui traverse une zone de turbulence. Il ne traverse pas une zone de turbulence. Il ne traverse pas une zone de turbulence. Le secteur ne traverse pas une zone de turbulence. Il faut dire qu'il y a eu un retard. Quelqu'un qui n'arrive pas, il n'y a pas une autoprise en charge. C'est-à-dire, il n'arrive pas, c'est-à-dire le secteur, les recettes de transport, les recettes qu'ils sont en train de faire, les recettes sont insuffisantes pour prendre en charge les salaires. Et l'État les veut en appui pour compléter les salaires. Et depuis 9 mois, c'est l'État qui fait ça. D'accord. Donc, si l'État a un retard de 2 jours, 3 jours, les gens doivent être assez patriotes pour ne pas sortir et crier dans les radios. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sociétés qui sont en faillite, qui attendent des salaires, qui sont même en train de faire des grèves de la faim, qui ne sont pas venus, où l'État n'est pas venu en rescousse. Là, c'est un secteur, le président de la République, il veut le chemin de fer que nous tous nous avons connu avant. C'est un amoureux du chemin de fer. Oui, c'est un doux rêveur. C'est pourquoi il a mis de l'argent, c'est pourquoi on vient en appui pour assurer le maintien de l'activité ferroviaire, pour ne pas qu'il n'y ait pas de train, parce qu'il faut au moins qu'il y ait un train par semaine pour conserver les rails, parce que tu sais, au niveau de la zone malienne, c'est une zone à risque. Si on reste un mois sans faire de train, les gens vont démonter les rails. Voilà. Les gens vont démonter les rails. Nous allons progresser un peu dans notre discussion. Parce que vous avez parlé de terre. Abdou Ndéné Sall. Nous allons parler de terre. Là, vous me voyez venir. Laissez-moi, s'il vous plaît, poser ma question. Le train express régional, l'un des projets phares du président Macky Sall,
a, comme qui dirait, du plomb dans l'aile. Il y a eu les recours déposés par les sociétés chinoises et turques auprès de l'ARMP pour essayer un peu de protester contre l'attribution provisoire des lots 1 et 2 du marché relatif à la conception et à la réalisation des installations d'une ligne de chemin de fer électrique, etc., à des sociétés françaises. Est-ce mal parti pour le TR? Non, pas du tout. Ça suppose que le pays est démocratique, le pays est transparent, ça suppose que nous avons, le président de la République a installé dans ce pays la transparence. La transparence, ça devait être dès le début. Il ne fallait pas attendre un recours auprès de la RMP. Non, la transparence, c'est parce que s'il n'y avait pas de transparence, il n'y aurait pas de possibilité de recours. C'est parce qu'il y a une réglementation des marchés publics que si il y a un appel d'offres, si tu n'es pas satisfait, tu as un voie de recours. C'est quand on lit au second degré. C'est quand on lit au second degré. Mais normalement, il ne devrait même pas y avoir de recours s'il y avait transparence. Je vous dis, le même projet, il y a des pays, il y a un pays qui est ici, en Afrique, il a le même projet. Il a le même projet, transport rapide. 36 km. Il n'a même pas fait d'appel d'offres. Il a attribué à 2 fois plus. Vous voulez parler de la Côte d'Ivoire? 800 milliards, 2 fois plus, attribué à BRIC, 200 plus. Oui, il n'a même pas fait, il n'a même pas fait d'appel d'offres. Ici, dans ce pays, nous avons fait un appel d'offres en bonne et due forme, où, avec un dossier qui a été élaboré par la meilleure référence du monde, Sistra, qui nous a accompagnés à élaborer ce dossier. Donc, il y a eu à peu près 60 entreprises ferroviaires, les meilleures, qui ont soumissionné dans ce projet, avec plus de 11 nationalités différentes. Oui. Au Sénégal, maintenant, c'est la transparence totale. Personne, ni le président, ni un ministre, ni une autorité, ni une personne ne peut te donner un projet. C'est pourquoi, c'est la transparence c'est parce qu'il y a la transparence que les gens ont eu des voies de recours. Ils ont eu des recours. Nous, on a laissé, c'est la réglementation, on respecte la réglementation. Ils ont fait un recours gracieux au niveau du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, l'avantage du moins 10 ans. Le maître d'ouvrage a répondu, ils ne sont pas satisfaits. Ils ont fait un recours au niveau de l'ARMP, qui a jugé, qui a accepté le recours, qui a dit que le recours était conforme, qui a demandé un complément d'information. Nous avons donné les compléments d'information. Et actuellement, ils ont été déboutés. Oui, ces sociétés ont eu l'avantage de présenter un moins 10 ans comparé aux sociétés françaises. Un appel d'offres, c'est des critères. Quand tu as un projet, tu fais un appel d'offres. Un projet, des cycles de projet. C'est déjà identifier le projet, la préparation, c'est-à-dire les analyses de faisabilité, la contractualisation, c'est-à-dire l'élaboration des marchés et la mise en œuvre. Nous étions dans l'élaboration des marchés. Dans l'élaboration des marchés, c'est-à-dire l'appel d'offres et le choix de l'adjudicateur, il y a eu des recours, mais les recours ont été, nous avons le maître d'ouvrage qui est l'APEX. Je profite de l'occasion pour les féliciter pour la gestion rationnelle de cet appel d'offres. Donc actuellement, ils ont fait le recours. Mais le problème qui se pose, il faut que les gens regardent. Un appel d'offres, c'est un ensemble de critères. Ce n'est pas le moins 10 ans. Dans le moins 10 ans. Oui, parce que quand on dit que l'État aurait perdu en économie presque 280 milliards en attribuant les marchés aux Français. Est-ce que s'il n'y a pas de projet, est-ce que l'État, s'il n'y a pas de projet, si actuellement on fait l'erreur d'attribuer ce projet à quelqu'un qui n'a pas les capacités de le faire, et il n'y a pas de projet, et s'il n'y a pas de projet, l'État perdrait plus que 200 milliards. Parce que s'il n'y a pas de projet, non. C'est-à-dire 280 milliards. L'État n'a pas perdu 280 milliards parce qu'en fait, s'il n'y a pas de projet, si on donne ça à quelqu'un qui ne fait pas de projet, parce que quand il y a un projet, il y a plusieurs risques. Il y a le risque de coût. C'est-à-dire que tu donnes le projet à quelqu'un qui a soumissionné à des montants qui ne peuvent pas assurer l'exécution normale du projet. Il y a les risques de marché, il y a les risques de tarifs. Risque de tarifs. Il y a d'autres risques. Il y a 5 risques, 6 risques qui ont été bien élaborés dans l'étude de faisabilité approfondie du projet. Maintenant, le problème qui se pose, les gens ont fait un recours, nous avons répondu à ces recours, et l'ARMP, qui est l'Agence de régulation des marchés publics, a décidé
décidé de la conformité des recours. Et là, nous avons terminé le marché. Mais en fait, il faut que les gens sachent que le moins 10 ans, ce n'est pas de ces critères. Dans un marché, c'est un ensemble de critères. C'est un faisceau de critères. Et il faut être conforme sur l'ensemble de ces critères pour gagner un marché. Oui. Et que, je le répète, il n'y a aucune autorité publique, ni le président, ni le premier ministre, ni un ministre, ni un directeur d'agence qui peut te donner un marché qui a été lancé, appel d'offres international, où les bailleurs de marché, n'oublie pas que ce projet-là est financé presque à 75% par les bailleurs de fonds. Oui. Les bailleurs de fonds même ne vont pas accepter. Dans l'Agence française de développement. Ne vont pas accepter. Mais c'est pas bailleurs de fonds dont l'Agence française de développement. C'est pas le leader. Oui. Le leader de ce financement, c'est la BID. C'est la BID qui a financé 42% de ce projet. C'est le leader qui est la BID. Il faut savoir. L'Agence française de développement a posé de tout son poids sur le choix des sociétés françaises. L'Agence française de développement n'était pas dans la commission, n'est pas membre de la commission d'attribution des marchés dans ce pays. Et l'Agence française de développement ne peut pas peser sur l'attribution des marchés. C'est impossible. Oui. Nous avons une réglementation bien déterminée. Les gens qui ne sont pas contents, il faut nous recours. Oui. Encore un marché confié à des Français. Non. Ceci vient confirmer la thèse selon laquelle les Français sont en train de revenir en force dans l'économie du Sénégal. Si les Français qui nous ont colonisés reviennent en force dans l'économie, oui. Je suis preneur. Vous êtes toujours pour... je suis preneur. Que la France revienne l'essentiel du néocolonialisme. L'essentiel, c'est de faire des projets pour améliorer les conditions de vie des populations. L'essentiel, de faire des projets pour tirer la croissance, pour créer de l'emploi. L'essentiel, de faire des projets quand même pour respecter le carré magique de la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la croissance, l'emploi, la stabilité prix et l'équilibre extérieur. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le projet, est-ce que ça répond à un besoin? Ça répond à un besoin. C'est simplement ça. Et deuxièmement, nous avons fait un appel d'offres en bonne et due forme. Il ne faut pas faire la dichotomie chinois-français. Ce qui se passe, un incident diplomatique entre le Sénégal et la Turquie, non, selon des informations. Non, c'est des informations. L'ambassade du Turquie au Sénégal s'est plainte auprès du ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. C'est faux. C'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire au Sénégal, on fait de l'amalgame, oui. On fait de l'intoxication, c'est ça, au lieu de travailler. Mobilisons-nous, allez voir les gens, regardez ce qu'ils font, essayez d'améliorer. Mobilisons-nous sur ça. Mais l'amalgame là, ça ne marche pas. Ce qui s'est passé, oui. Nous avons fait un appel d'offres à 5 lots. Le lot 1, c'est le génie civil, c'est la voie et les ouvrages d'âge. Le lot 2, c'est le système. Les systèmes courant fort, courant faible, télécommunications, tout ça. Le système 3, c'est le ripage. Parce qu'il faut réarranger les voies pour avoir 2 voies métriques, 2 voies standards. C'est le ripage d'une voie. Le lot 4, c'est les gares. Et le lot 5, c'est le matériel roulant. Donc on ne peut pas parler de l'entreprise chinoise est moins disante. Il y a une entreprise chinoise qui est moins disante, une autre entreprise française qui vient en 2e position et 3 autres entreprises chinoises qui sont très loin. Donc si tu vends un projet comme ça, par exemple, ça c'est un projet, c'est un verre d'eau. Ce verre d'eau, 3 personnes te proposent. Une personne te propose 1 franc. Une autre personne te propose 2 francs. 3 autres personnes te proposent 3 francs. Est-ce que tu vas le donner à celui qui a proposé 1 franc? Parce que si tu le donnes, tu n'as pas de projet. Parce qu'un projet, pour qu'il y ait un projet, il faut que le projet soit réalisé. Si le projet n'est pas réalisé, tu n'as pas de projet. Et tu vas perdre du temps pour recommencer. En tout cas, et recommencer. Selon certaines informations, les gens n'ont qu'à venir. L'information, elle est publique. L'information est au niveau de l'ARMP, l'information est au niveau de l'APEX, l'information est publique. Les gens à qui l'information intéresse n'ont qu'à se déplacer, voir le directeur général de l'APEX, voir les services techniques, ils vont leur expliquer. En fait, pour gagner un marché, il faut être conforme techniquement pour l'essentiel, avoir les capacités techniques, les capacités financières et être moins disant. C'est les 3. Donc, parmi les entreprises qui ont soumissionné, l'entreprise qui a les capacités techniques et qui est moins disant, c'est le groupe français sénégalais. Oui, c'est ça. C'est pourquoi le marché a attribué. Pour le 2e lot, les Turcs aussi, c'est la même chose. Oui, les Turcs. C'est Yenigun. C'est pas Yenigun. Il a fait un recours. Yenigun a été débouté. Donc, lui aussi, cette entreprise aussi
elle n'était pas conforme pour l'essentiel. C'est pourquoi nous avons pris la deuxième entreprise conforme pour l'essentiel et moins disant par rapport aux autres. Maintenant, le marché, ça s'est passé dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Le marché a été attribué et actuellement nous allons dérouler ce projet qui va améliorer sensiblement la mobilité urbaine entre le Dakar et sa banlieue, qui va ouvrir des opportunités énormes aux habitants de la banlieue, parce que ça va leur permettre de faire des voyages entre Dakar et la banlieue au bout de 10 minutes. C'est des trains bleus, c'est des petits trains de banlieue qui assurent ce transport, 10 000 voyageurs par jour. Le président de la République, il ne travaille pas à la même cadence. On n'améliore pas une cadence, on change de cadence. Oui. C'est déjà accéléré la cadence. La cadence est très lente. Non, actuellement, nous ne sommes pas en retard. On danse le tango. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Non, parce que regarde, un projet, ce qu'on appelle le management stratégique d'un projet. Tu fais l'analyse de faisabilité, le business plan, la définition des responsabilités et le calendrier d'exécution. Le calendrier d'exécution qu'on avait sur ce projet, actuellement, nous avons 0 retard sur ce projet. Voilà. Et ça va démarrer ça va démarrer en novembre 2017, ce mois-ci, pour terminer en 12 décembre 2018. 2018. Un an après l'ouverture prévue de l'aéroport. Oui. Ça n'a aucun sens. Non, oui. Mais non. Si le train a été créé pour l'aéroport. Le train n'a jamais été créé par l'aéroport. Personne ne t'a dit que le projet a été créé par l'aéroport. Pour l'aéroport. Le projet, c'est pour favoriser ou améliorer la mobilité. Le projet a été créé essentiellement pour améliorer la mobilité urbaine en Dakar et sa banlieue. Oui, et pour desservir l'aéroport. Et pour desservir l'aéroport. Le premier lot, c'est Dakar AIBD qui va terminer en décembre 2018. Le deuxième lot, un an après l'ouverture de l'aéroport. Le deuxième lot, c'est bien après. Parce qu'en fait, l'aéroport, nous n'avons pas de problème. Nous avons simplement amené un transport ferroviaire pour améliorer la mobilité en Dakar et son aéroport, mais comme vous le savez, il y a l'autoroute à péage qui va être terminée. Il y a les 475 bus dont une partie est destinée au transport entre Dakar et l'aéroport. Donc nous n'avons pas de problème de transport par rapport à ça. Mais c'est un projet extrêmement important. C'est le plus gros projet du président de la République, Macky Sall, qu'il a imaginé, qu'il a conçu, qu'il a créé, qui est en train de le mettre en œuvre, qui va améliorer sensiblement la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue, parce que vous n'oubliez pas que la nouvelle ville, Diamniadio, c'est l'université Dakar 2, 30 000 étudiants, c'est le parc industriel, 10 000 ouvriers, c'est le transfert des activités, le transfert des ministères sectoriels techniques au niveau de Diamniadio. Il faut pouvoir assurer la mobilité des personnes entre Dakar et Diamniadio. Et le train express régional mis en place par le président Macky Sall va régler le problème de la mobilité. Il va régler un problème aussi de pression foncière. Pour en finir avec ce train, Abdou Ndéné Sall, le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national, est-ce vrai que le boucle ferroviaire du Nord pour le transport des minerais devant relier Bakel à Saint-Louis en passant par Matam a été promis aux Turcs pour calmer leurs ardeurs? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut poser les problèmes réellement. Il y a quelqu'un, Adama Gaye, le journaliste là, qui va accompagner des Turcs. Mais Adama n'était pas sur le terre. Les Turcs, lorsqu'ils ont soumissionné sur le terre, ils n'étaient pas accompagnés avec Adama. Adama est venu proposer un financement, 1,5 million de dollars, pour s'occuper d'une partie du transport ferroviaire. Ce financement, nous, on ne juge pas un financement. Le financement, celui qui le juge, c'est le ministre des Finances. Nous avons transféré le dossier au ministre des Finances pour un jugement. Mais il y a eu un retard de jugement. C'est pourquoi peut-être il est fâché. Mais s'il se fâche, il doit se fâcher. Explique-t-il cela? Il doit se fâcher contre le ministre des Finances, peut-être qu'il n'a pas encore étudié le dossier, mais pas contre le président ou contre nous. Parce que lui, il n'était pas sur le terre. Il n'a pas accompagné les gens qui étaient sur le terre. Vraiment, il n'est pas sur le terre. Et c'est pas, je ne sais pas, c'est pas au cause de ça. S'il doit être mécontent, il doit être mécontent
de ce financement-là. Et ce financement-là... Rien n'est promis aux Turcs pour le boucle ferroviaire du Nord. Au Sénégal, on ne promet pas de projet. Nous sommes... Le président de la République, il a amélioré la démocratie, il a amélioré la transparence, il a changé le profil du pays, il a changé de paradigme. Nous changeons le Sénégal. Nous changeons le Sénégal. On ne promet pas de projet à quelqu'un. Personne ne peut promettre de projet à quelqu'un. Vous avez été isolé dans le TR. Tout s'est joué entre la présidence, la primature et le ministère des Finances et de l'Économie. Non. Avez-vous le sentiment d'avoir été écarté dans ce dossier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes maîtres d'ouvrage. APEX est maître d'ouvrage délégué. C'est moi qui ai signé. Nous avons signé, le ministère, mon ministre a signé un contrat de maître d'ouvrage délégué à l'APEX. Et dans la commission des marchés, ce sont nos services, mon service, l'eau, qui est le directeur de l'agence de chimie, qui est le patron de la commission des marchés. Je suis au cœur. J'ai même fait plus de participation que l'APEX dans le choix, dans la définition des termes de référence, dans le cahier de charges et dans le choix des entreprises. Parce que n'oubliez pas que c'est notre agent. C'est notre agent qui est le président de cette commission des marchés. Donc les gens disent, dans ce Sénégal, il y a de l'amalgame, l'intoxication, la désinformation que les gens sont en train de faire. Partout, dans tous les projets, c'est ça. Voilà. Au lieu de travailler, et toujours, je vais le dire, il n'y a que le travail qui anoblit et élève l'homme. Voilà. Le président de la République, il faut le comprendre. Quand il parle d'une nouvelle philosophie de l'action, c'est ça, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de voir ce qu'il est en train de faire, sa vision au niveau de l'agriculture. Oui. C'est pourquoi il voyage. Il est en train d'interdire à l'opposition de manifester. C'est une très bonne transition. Il nous reste moins de 10 minutes. Le président, il faut le comprendre. Quand il parle d'une nouvelle philosophie de l'action, c'est un homme qui est tourné vers le résultat. Pour bien accompagner le président là, il faut pouvoir faire des résultats. Si tu ne fais pas de résultats, tu ne peux pas accompagner le président de la République. Et les gens, ils doivent ne plus faire de la politique pour au moins de promotion sociale. Ça, c'est fini. Le président, ce qui l'intéresse, c'est la masse. C'est améliorer les conditions de vie de la masse. Un président qui empêche à son opposition de manifester. N'est-ce pas là un recul démocratique? La démocratie a été, l'état de droit et la démocratie a été renforcée dans cette période de magistère du président de la République. Il faut le connaître parce que pour marcher, quand même, on n'a pas le temps. C'est l'énergie des gens là qui sont en train de rester à Dakar là, parler dans les salons, faire des marches là. Ils n'ont qu'à utiliser cette énergie là pour améliorer les conditions de vie des populations. Le président a dit, il faut respecter, en fait, un pays, c'est le respect de la réglementation. On leur a donné un itinéraire, des heures. Il faut qu'ils respectent ces heures. Mais les gens ne sont pas là parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec cette marche, qui devront vaquer à leurs besoins sans problème. Donc, il faut qu'ils respectent cet itinéraire qui était encadré et tout. Mais les gens ont voulu passer outre. Et vraiment, quand tu assumes un combat, il faut avoir, je ne sais pas, le courage de l'assumer. Ils ont voulu assumer un combat qui était autre, parce qu'ils n'ont pas voulu rester dans l'encadrement qui a été défini par les autorités administratives. Le président ne s'occupe même pas de ça, vraiment. Les gens, on comprend comment ça se passe. Le président était déjà parti dans une conférence à Lomé. Oui. Donc le président ne s'occupe même pas de ça. Ce sont les autorités administratives. Le Sénégal, c'est un État. C'est un État. Et un État, c'est la réglementation. Parce que là où commence la liberté. Là où commence la liberté des autres, c'est termine la liberté des autres. C'est ça qu'il faut. Donc vraiment, c'est un état de droit. Si les gens voulaient marcher vraiment, réellement, et ne pas perturber la quiétude des autres qui ne sont pas d'accord, ils auraient dû rester dans l'espace qui était défini, encadré. Ils n'ont pas voulu, mais ils n'ont pas eu le courage. Oui. Quand tu as le courage de défier l'autorité administrative, il faut avoir le courage d'assumer et de ne pas fuir. Nous avons ramassé combien de chaussures, combien de paires de chaussures là-bas? Combien de paires de chaussures? Oui. Des autorités, quelqu'un qui était premier ministre dans ce pays. Premier ministre dans ce pays, vraiment. Qu'on a nommé premier ministre, il se permet de prendre un taxi, de fuir. Mais vraiment, je peux pas, c'est pas possible. Oui, parce qu'il y avait une tentative de l'humilier. Non. On n'humilie pas un ancien premier ministre. Non, c'est lui-même qui voulait s'humilier lui-même.
Voilà. Civilisé lui-même, parce que vraiment, ce n'était pas son rôle. Et le débat sur le pétrole et le gaz, un faux débat, ou bien vous pensez que oui, il faut crever l'abcès? C'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. Parce que, ici, dans ce Sénégal, c'est un pays qui est démocratique, c'est un pays où l'état de droit est respecté à 100%. Nous avons mis ce qu'on appelle le code pétrolier, qui régit tous les contrats. Ce qu'il faut se demander, avant même d'avancer, il faut se demander, est-ce que le contrat signé à Timis, est-ce qu'il a respecté les contraintes du code pétrolier? Si c'est respecté, il n'y a plus de problème. L'IGE a dit non. Hein? L'IGE avait dit non. Et avait conseillé au président Macky Sall de ne pas signer le décret. Non, l'IGE n'a pas dit non. L'IGE n'a pas dit non. Si. Non, le contrat, l'IGE n'a pas dit non. L'IGE ne s'occupe pas de validité de contrat. L'IGE, il s'occupe de est-ce qu'il n'y a pas de... Oui, l'IGE a prouvé que le contrat ne respectait pas le code minier, justement. Non, le contrat respecte le code minier. Nous avons publié le contrat, nous avons publié le code minier. Il n'y a aucun expert qui peut nous dire que le contrat ne respecte pas le code minier. Il n'y a aucun expert. Aucun. Le contrat respecte le code minier. Mais celui qui est propriétaire du contrat ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, est-ce que le contrat respecte le code minier qui a été voté par l'Assemblée nationale, par la représentation populaire? Est-ce que le contrat, ça respecte? Le contrat, ça respecte dans toutes les formes. Okay. Maintenant, le problème qui se pose, il faut voir que ce Sénégal, il y a des gens qui ne sont pas patriotes. Il y a des mercenaires. Il y a des mercenaires qui sont là, qui sont payés de l'extérieur. C'est très grave ce que vous dites là. C'est la vérité. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Non, c'est ça, la réalité. Nous avons fait la stratégie quand même. On est à l'ère des plaintes, hein? Je n'ai pas peur d'une plainte. La stratégie, c'est l'art de conquérir un avantage concret et de manière durable. Donc, le président ne doit pas impacter négativement son frère. Parce que son frère doit travailler et gagner sa vie. C'est un privé. Ah bon? C'est un privé. Même moi, je n'aurais pas démissionné. Je suis un privé. Pourquoi? Mais le président Macky Sall a sa carrière, moi j'ai ma carrière. Je suis un privé. J'ai le droit de faire des stratégies pour gagner de l'argent dans le privé. Maintenant, si je dois entrer dans l'administration, c'est interdit. Je démissionne de toutes mes autres activités. C'est ça. Oui. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la démission? Pas du tout. Aliou Sall? Pas du tout. Pas du tout. Je suis un privé. Okay. Je suis un privé. J'ai eu ce contrat-là avant que mon frère ne soit président. Pourquoi moi je vais me dégager? Pourquoi? Et si mon frère n'est plus président, je vais perdre le soutien de mon frère et je vais perdre aussi mes activités au niveau du privé. Je ne le fais pas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de l'émission Franc-Parler. Rendez-vous dimanche prochain. Merci également au restaurant Exotica, c'est sur la route de Ngor Almadi. Rendez-vous dimanche prochain donc. Au revoir. Peux-tu te renseigner sur la société Current Safe? Vous savez très bien ce qui s'est passé ici. Sorcière! Allez vous enlever votre famille de malheur! Partez! Non mais qu'est-ce que tu fais? Je ne t'excite pas, c'est ça, hein? Non mais Kayla, arrête! Mais arrête! Kayla! Kayla? Eric? Tu as tué un enfant, Frédéric? Non, j'ai préservé l'avenir de notre famille. En sacrifiant un enfant!